C'est à toi, Marie-Sophie. OK. Donc, bonjour à tous. Je vais vous exposer, en introduction, la construction d'un projet de PVD. Vous en êtes tous à ce stade, là, normalement et donc de détailler un petit peu, les problématiques, les enjeux autour de ce projet. Donc, en fait, au départ, il faut se poser un certain nombre de questions. C'est-à-dire, quel est ce projet? Où est-ce qu'il se situe? Pourquoi on le fait? Pour qui? Et donc, il y a un certain nombre de questions à se poser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui différencie notre ville d'une autre? Voilà, une petite ville, bassin de vie n'aura pas la même, comment dire? La même importance au niveau territorial qu'une ville en périphérie. Quelles sont les spécificités de cette commune? Qu'est-ce qu'elle offre à la population en termes d'équipements, de services? Quels sont ses enjeux locaux? Parce qu'ils sont tous, différents. Quel est le rôle de la ville sur son territoire? Donc là, on a évoqué un petit peu tout à l'heure, avec ce qui différencie d'une ville d'une autre. Quels sont les moyens techniques, humains et financiers de la commune? Parce que le projet doit être défini en fonction, voilà, un fonctionnement spécifique, des moyens, voilà, plus ou moins, on va dire complets, ou que ce soit au niveau financier qu'au niveau humain, hein. C'est-à-dire qu'il y a certains services qui parfois peuvent manquer. Tout ça est à prendre en compte pour définir un projet et aussi le phasage du projet dans le temps. Voilà, évidemment, si la commune a peu de moyens, on va avoir plutôt tendance à étaler les actions dans le temps. Les compétences aussi, parce qu'il y a un certain nombre de projets qui sont en général ciblés dans les projets PVD, qui ne sont pas essentiellement de la compétence communale, ils peuvent être de la compétence intercommunale ou au-delà. Donc ça aussi, c'est un élément à prendre en compte, important. Et puis, il y a la question des habitants. Concrètement, quel rôle ils jouent dans la ville? Les habitants, les acteurs locaux, comment ils voient leur ville, comment ils l'utilisent, comment ils habitent, comment ils consomment sur la commune. Tout ça pour identifier leurs besoins, leur lieu un peu phare, comment ils perçoivent la ville pour ensuite définir quel avenir pour cette ville. Donc, toutes ces questions-là, c'est pour justement définir le projet, qu'est-ce qu'on souhaite pour notre ville dans 10, 20, 30 ans. Et donc, c'est les réponses qui vont construire ce projet. Donc, alors, il y a un certain nombre de réponses qu'on connaît déjà par rapport au contexte national sur les petites villes de demain. On sait déjà qu'elles ont un certain nombre de difficultés, et notamment sur les centres anciens, où on peut évoquer une spirale infernale, c'est-à-dire qu'il y a une diminution de la population et de l'emploi, hein, qu'on constate quand même de manière globale, une vacance importante et croissante dans le centre-ville, que ce soit sur le logement ou sur les commerces, les activités. Il y a une chute des fonctions aussi, donc des équipements en centre-ville. Parfois, il faut les rénover, il faut les mettre aux normes, et donc on choisit des fonciers qui sont en dehors des villes, aux entrées de villes, à proximité de zones d'activité, par exemple. Ce qui fait qu'en fait, on dévitalise le centre au profit des périphéries, des entrées de ville. Et ça, on le constate en fait à différents niveaux. C'est-à-dire qu'on va créer des sortes de petits centres aux entrées de ville qui vont dévitaliser le centre, mais pour le coup, les espaces qui sont disponibles dans le centre ne vont pas être réinvestis. Donc c'est vrai que là, ça amplifie d'une certaine manière la vacance. Et puis, on peut constater aussi la concurrence entre les quartiers d'une commune ou entre des communes sur le sujet de l'habitat, sur le développement de zones d'habitat par exemple, mais aussi sur de l'équipement, de l'activité, où on peut trouver dans la même commune un centre actif avec un peu de commerce et une zone d'activité, une zone commerciale pas loin. Donc c'est vrai que là clairement, ça, comment dire, ça pose vraiment la question de ce projet global, de cette vision globale pour appréhender cette concurrence, ces problématiques à l'échelle communale et à l'échelle intercommunale. Donc c'est là où le lien entre les deux est vraiment fondamental. Voilà, donc c'est cette question vraiment du projet global, du projet à long terme qui est importante.
Donc, ces particularités-là, alors on peut les retrouver à différentes strates de l'armature territoriale, mais c'est vrai que sur les petites villes, c'est souvent condensé. Et puis, il y a aussi plusieurs cercles vicieux autour des petites villes. La question du vieillissement, qui est souvent beaucoup plus prégnante qu'ailleurs. La présence de ménages à revenus modestes. Souvent, dans les petites villes, le foncier est moins cher, l'acquisition d'un logement coûte moins cher, et donc ça attire des revenus modestes. Et donc ça veut dire aussi de répondre à des besoins spécifiques, que ce soit en termes de logement, de services. Voilà, ça peut aussi être des personnes seules, des personnes âgées, qui trouvent plus facile à se loger dans ces petites villes où il y a encore quelques commerces et équipements qui subsistent. La vacance de longue durée, que ce soit pour l'habitat, l'activité, qui est vraiment aussi particulièrement prégnante dans les petites villes. Et puis, on peut constater aussi parfois la dégradation du patrimoine, que ce soit le patrimoine naturel, mais aussi le patrimoine bâti, qu'il soit historique ou plutôt de type ordinaire. Par exemple, les maisons de cité, on peut les considérer comme un patrimoine. Et c'est vrai qu'on constate sur certaines communes des dégradations du fait d'aménagements qui ne respectent pas forcément leur spécificité. Mais finalement, alors le constat est assez dur, d'une certaine manière, sur ces petites villes. Pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on ne peut rien faire et qu'il ne faut rien faire. C'est pour ça qu'on est là. Et donc, il y a des opportunités. Donc, malgré ces constats, qui sont souvent similaires d'une commune à une autre, parfois certaines thématiques vont être particulièrement développées ou certains projets vont être développés sur certaines communes ou certains enjeux vont être prépondérants sur certaines et moins sur d'autres. Ce qui fait qu'en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que par rapport à l'opportunité, c'est que chaque territoire, chaque commune est spécifique. Même si on constate des enjeux similaires, elles ont leur spécificité, leur particularisme. Et donc, ce qui fait que chaque projet va être unique. Chaque stratégie menée sur chaque PVD va être unique. Et donc, c'est la manière de répondre aux enjeux et de prioriser les actions qui va rendre cet aspect unique. Une autre opportunité qui peut être intéressante et qui a plutôt un lien avec le contexte global, par exemple, la crise Covid et les confinements successifs ont permis de développer, de démocratiser le télétravail, par exemple. Et donc, d'habiter loin de son emploi, ou du moins plus loin, est possible, est désormais possible pour un certain nombre d'emplois. Et puis, il y a aussi un engouement pour un mode de vie un petit peu plus en lien avec la nature, en lien avec la production locale, par exemple alimentaire, avec la vie de village. Et ça, c'est une approche qui peut être intéressante pour les petites villes. Elles peuvent sortir leur épingle du jeu parce que justement, elles répondent à ce type de besoins. Donc, ça peut être une opportunité aussi pour réinvestir les centres anciens, les petites villes et dynamiser l'économie locale. Donc concrètement, les conditions de réussite pour un projet de ville, pour un projet petite ville de demain, c'est tout d'abord d'avoir un projet global. On peut, l'approche par silo qui peut préexister dans les services d'une commune ou dans l'approche classique, l'approche en silo n'est pas adaptée pour ce type de projet. C'est vraiment une vision à 360 degrés où on aborde en même temps les espaces publics, l'habitat, l'activité, l'accessibilité, le cadre de vie, les équipements. Tout doit être appréhendé ensemble parce que chaque thématique influe sur les autres. Et donc ça, c'est vraiment l'un des aspects principaux des conditions de réussite. Ensuite, il y a l'inscription de ce projet dans le projet de territoire intercommunal et au-delà. Donc, c'est-à-dire dans le projet de territoire, dans le PLUI lorsqu'il existe, voire dans le SCOT. De faire remonter justement ces projets-là pour qu'ils s'inscrivent dans un cadre plus global et qu'ils puissent aussi, parce que ces outils, à une échelle intercommunale et supra-intercommunale, il y a des outils à l'intérieur pour aider justement la réalisation du projet. Et puis enfin, un chef de projet, une équipe dédiée. Donc, le chef de projet, il est ciblé dans Petite Ville de demain. Et ça, c'est un élément important parce que sans chef de projet, sans équipe dédiée, c'est compliqué de monter ce type de projet.
Alors, le chef de projet, on dit souvent que c'est un mouton à 5 pattes. Hein. Je pense que vous êtes nombreux ici à pouvoir l'identifier. Donc, le chef de projet dédié et puis l'équipe projet, parce qu'un chef de projet ne peut pas tout gérer tout seul. Ce n'est pas possible. Donc, il faut un appui derrière des élus référents, un appui des services de la ville, des services de l'intercommunalité, pour pouvoir mener à bien ce projet. Parce qu'on a évoqué tout à l'heure la question des compétences. Je vais remettre la bonne diapo. Pardon. C'est bizarre, ça. On a abordé la question des compétences tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des compétences qui vont être plutôt à l'échelle intercommunale. Donc, il y a des projets qui vont se réaliser pour Petite Ville de demain à une échelle intercommunale parce que c'est l'échelon intercommunal qui a la compétence. Donc, il y a forcément des liens entre les différents services. Et puis, le chef de projet, c'est un petit peu le chef d'orchestre, mais évidemment qu'il n'est pas tout seul. Donc, concrètement, pour réaliser le projet Petite Ville de demain, c'est une démarche assez classique, la démarche mode projet. Elle a fait ses preuves. Donc, en termes de déroulé, rapidement, donc dans un premier temps, c'est la volonté politique qui fixe le cap au départ, qui permet justement de construire un projet en lien avec les aspirations des élus et puis en lien avec le contexte local. Donc ça, c'est le point de départ. Ensuite, il y a la mobilisation des acteurs, des forces vives du territoire, pour qu'elles participent à un diagnostic partagé, pour qu'elles participent au projet. Le diagnostic partagé, c'est un diagnostic qui pose les bases, concrètement. Donc, il y a la question d'être honnête, de vraiment regarder la réalité en face, même si ça peut faire mal parfois, hein, étant donné le constat que j'ai pu faire sur les problématiques récurrentes des petites villes de demain. Donc, il y a quand même un constat qui est assez difficile, mais donc il faut l'accepter pour justement bien définir les actions à mener, bien définir la stratégie. Donc ce diagnostic-là, il est essentiel pour bien construire ensuite une vision, définir une vision, à quoi on veut que la ville ressemble dans 20 ans, donc avec tous les partenaires. Et cette vision permet de définir le fil rouge d'une stratégie, d'un plan d'action décliné dans le temps et adapté aux moyens de la collectivité, moyens humains, financiers, techniques, etc. Voilà, pour ensuite que chaque acteur s'engage dans le projet, que ce soit les élus, les partenaires, les habitants, les services, etc. Donc vraiment engager les acteurs dans le processus et dans la mise en œuvre du projet, dans le passage à l'opérationnel. Donc voilà pour les quelques points, les quelques conditions de réussite au départ d'un projet Petite Ville de demain. Je passe la parole à Stéphane. Merci Marie-Sophie. Donc l'objectif de mon intervention, c'est de vous présenter un petit peu un changement de regard par rapport aux mobilités et aux petites villes de demain. Donc souvent on peut se dire dans les secteurs périphériques, dans les petites villes, dans les villes moyennes de moins de 5000 habitants ou de moins de 10 000 habitants, mais les enjeux de mobilité sont pas forcément prégnants. C'est pas du tout le cas, c'est vraiment quelque chose de très important et actuellement c'est vraiment le défi, un défi majeur pour les territoires et pour les petites villes de demain. Donc mon intervention, elle va s'organiser en 3 grandes parties. La première grande partie, je vais faire un état des lieux un état des lieux mobilité par rapport à nos petites villes de demain, voir quelles sont les pratiques de transport, comment on se déplace dans les petites villes de demain, quels sont les usages, quels sont les changements actuellement en cours. On va également, dans un deuxième temps, regarder les nouvelles tendances mobilité, les évolutions législatives qui impactent les pratiques de mobilité. Et dans un dernier temps, on fera, c'est super, tu peux rester sur cette diapo, c'est super. On fera un point sur les grands leviers d'action, les solutions mobilité qui s'offrent à nous. On peut aller sur la diapo suivante, Foumni. Donc au niveau du contexte, on a un peu regardé dans quel territoire on s'inscrit. Alors globalement, nos petites villes de demain, à l'échelle des 4 départements en question, on est sur des communes d'une taille d'environ 4000 habitants.
Il y a un tiers de nos PVD qui disposent d'une gare, donc on a l'impression que c'est quelque chose d'assez homogène. Mais quand on y regarde de plus près, on a de très très grandes différences d'un département à un autre. Sur la carte, on a représenté en rouge foncé les densités au niveau des intercommunalités les plus fortes, c'est plus de 250 habitants par kilomètre carré, et plus c'est clair, moins on est dense, les zones blanches, c'est des densités inférieures à 25 habitants par kilomètre carré. Donc au niveau de la Meuse, par exemple, on a une densité départementale de 30 habitants par kilomètre carré, 9 PVD, mais des petites villes de demain de taille très modeste, 3200 habitants, et on a 4 PVD qui disposent d'une gare. Dans les Vosges, on est sur un niveau de densité un peu plus fort, 19 PVD, 3500 habitants en moyenne, donc de petites PVD. En Meurthe-et-Moselle, on a un niveau de densité plus forte, et on a également des petites villes de demain beaucoup plus grandes. Dans le Haut-Rhin, on a également des petites villes de demain qui font environ 4400 habitants, et dont 1 sur 2 dispose d'une gare. Donc on a de très très grandes différences entre La Marche dans les Vosges qui doit faire 860 habitants et Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle qui compte 14 400 habitants. On a vraiment un grand écart en termes de taille. On a également un grand écart en termes de desserte ferroviaire. Par exemple, Thann, dans le Haut-Rhin, dispose de 90 dessertes TER et tram-train dans 3 gares. Remiremont dispose d'une desserte TGV et la plupart des autres PVD disposant d'une desserte ferroviaire, on est sur des niveaux d'offres qui sont beaucoup plus modestes. Donc on a de grandes différences aussi à ce niveau-là. On a aussi des différences par rapport aux aspects touristiques. C'est-à-dire qu'on a des villes touristiques parmi nos PVD. Par exemple, Kaysersberg Vignoble, c'est un gros pôle touristique qui est visité par des milliers de personnes, notamment durant l'été et durant son marché de Noël. On a Neuf-Brisach dans le Haut-Rhin, qui est également un pôle qui présente un fort potentiel, car la commune est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO en raison de la présence de la forteresse Vauban. Donc, les projets de PVD... S'il vous plaît, excusez-moi, Vincent Thirier, on a peut-être encore un souci puisque vous parliez de cartes et on ne les avait pas en visu. Donc, et puis par ailleurs, le chat visiblement est désactivé, je ne peux plus répondre. On ne pose plus de questions, mais je ne peux plus écrire dessus non plus. Donc, il y a peut-être un double souci. Ah, alors c'est un peu embêtant. Par contre, on vous entend, on vous entend, il n'y a pas de souci. Mais... Et ça va, ça peut, je pense que ça peut. Au niveau du chat, c'est possible, je viens d'envoyer un message. Ouais, en tout cas, moi j'ai quelque chose qui s'affiche, il n'y a pas de problème. Donc voilà, au niveau du Haut-Rhin, on a Neuf-Brisach qui est inscrit au patrimoine mondial. Donc on a vraiment une grande hétérogénéité parmi nos petites villes de demain. Donc il y a un enjeu à s'adapter aux spécificités locales. On n'a pas vraiment de recette de cuisine par rapport à appliquer par rapport à la thématique des mobilités et des transports. On peut passer sur la diapo suivante, Foumni. Donc on a regardé au niveau de l'état des lieux, au niveau des déplacements, voir comment on se déplaçait pour le travail. Ce qu'on a remarqué, c'est que seulement 20% des personnes qui habitent dans les PVD y travaillent également. Cela veut dire qu'il y a des personnes extérieures qui viennent travailler dans les PVD ou des personnes habitant les PVD vont travailler également à l'extérieur dans des agglomérations. Donc on est face à des déplacements qui ne connaissent pas de frontières et que nos petites villes de demain s'inscrivent dans des bassins de vie, des bassins de mobilité beaucoup plus larges, car elles jouent un rôle de bourg-centre avec la présence de commerces, d'écoles, de lycées, de collèges. Donc on a un fonctionnement qui est très important et il faut, dans la démarche d'élaboration d'une stratégie de mobilité d'une PVD, vraiment s'inscrire dans cette logique de bassin de vie et voir aussi quels sont les liens avec un bassin de vie à l'échelle agglomération. Donc, c'est indispensable d'élargir le périmètre de réflexion, notamment en raison de la problématique des dessertes transport collectif, en raison de la problématique des aménagements cyclables, des aires de covoiturage. Donc, il y a vraiment la nécessité de changer de focale. On peut passer sur la diapo suivante, Foumni.
On a également regardé comment on se déplaçait dans nos PVD. Donc, il y a eu une grande enquête nationale mobilité qui a été réalisée en 2019 à l'échelle nationale. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'à l'échelle de toute la France, 63% des déplacements ont été réalisés en voiture particulière, 9% en transport collectif, 24% à pied et 3% à vélo. Dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, bien sûr, on a un usage de la voiture qui est un peu plus modeste et un usage des transports collectifs plus fort, ainsi que la marche et le vélo. Par contre, au niveau de nos petites villes de demain, on a un usage qui est très massif au niveau de la voiture, puisque les parts modales oscillent entre 73% et 80% au niveau de la voiture. Les transports collectifs sont peu utilisés, c'est essentiellement des scolaires où il y a une utilisation forte aussi dans les communes qui disposent d'une gare. On a une pratique de la marche qui oscille entre 13 et 19% et celle du vélo qui est assez réduite, aux alentours de 3%. Donc on a une voiture qui est ultra majoritaire. Donc on peut aller sur la diapo suivante. On a regardé justement au-delà de ce diagnostic un peu froid, quelles sont les tendances qui sont en cours, quelles sont les tendances que traversent nos petites villes de demain. Alors tout d'abord, on remarque qu'on a un essor très important de la vente de vélos à assistance électrique. En 2020, plus de 500 000 vélos ont été vendus sur un total de 2 700 000 vélos. Donc on a une part de 18% dans les ventes. Donc c'est massif, c'est quelque chose qui croît énormément. On a également la voiture électrique qui connaît un fort essor. Il y a 197 000 unités qui ont été vendues en 2020. On a eu une croissance à 3 chiffres entre 2019 et 2020. On a également un renchérissement du coût des énergies. Donc aujourd'hui, le litre de gazole il situe à 1,55 €, 1,57 €. On a une croissance de 28% en l'espace d'un an et on dépasse les niveaux records de novembre 2018 où on avait la crise des gilets jaunes. On a également un fort développement de la pratique du vélo, aussi bien dans les agglomérations, plus 29%, ça c'est pas une nouveauté, mais dans le périurbain aussi, on a une hausse d'une vingtaine de pourcents et dans le monde rural de 12%. Donc on a des changements de comportement profonds qui ont notamment été générés par la crise du Covid-19. Les habitants ont également de nouvelles aspirations, ils recherchent de la nature, ils recherchent la ville apaisée, ils aspirent au télétravail, à faire des randonnées dans un cadre agréable, au cyclotourisme. Donc on a aussi une logique de rationalisation des mobilités, c'est-à-dire que le télétravail permet d'éviter 1 ou 2 déplacements par semaine au bureau. Et quand on se déplace au bureau, on pourrait aspirer à faire davantage de covoiturage, par exemple, ou à utiliser les modes actifs pour faire ses achats du quotidien. Donc, il y a vraiment cette tendance qui pourrait se développer ces prochaines années. Donc, par rapport à ces nouvelles tendances, il y a une nécessaire prise en compte. Pourquoi? Parce que si on a davantage de voitures électriques, davantage de vélos électriques, il faut prévoir les infrastructures de recharge qui vont bien. Si on a plus de vélos, il faut également prévoir des stationnements sécurisés au niveau des gares, au niveau des équipements. Au-delà de ces nouvelles tendances, on peut aller sur la diapo suivante, on a également de nouveaux objectifs, de nouvelles lois. On a eu un plan national vélo qui est sorti en septembre 2018 avec un objectif de faire passer la part modale vélo de 3 à 9% d'ici à 2024. Donc c'est une marche très importante à franchir. Et pour atteindre cette cible, l'État a lancé un certain nombre d'appels à projets pour développer des pistes cyclables. On a également eu la loi d'orientation des mobilités en 2019, qui avait notamment pour objectif de supprimer les zones blanches de la mobilité, c'est-à-dire que les intercommunalités ont pu se positionner sur la compétence mobilité et par la suite proposer des alternatives à la voiture individuelle à leur niveau.
Et ce travail peut se faire en lien avec la région qui gère le réseau TER et autocar. La loi d'orientation des mobilités fixe aussi des horizons de réduction de gaz à effet de serre, moins 37,5% pour le transport à un horizon 2030, l'interdiction de la vente de voitures thermiques à un horizon 2040. Donc c'est vraiment une loi très forte, très importante. Plus proche de nous, il y a la loi climat et résilience qui a été approuvée au courant de l'été. Donc l'objectif, c'était de décarboner les transports, mais également aussi d'instaurer les zones à faible émission mobilité. Même si nos PVD ne sont pas directement impactés par ces ZFE, on l'a vu précédemment, bon nombre d'habitants de nos petites villes de demain vont travailler dans les agglomérations qui seront concernées par les zones à faible émission. Donc les véhicules les plus polluants ne pourront plus accéder au centre de ces dernières. Par rapport aux objectifs et aux nouvelles lois, en fait, on a de nouvelles approches. C'est-à-dire qu'on a par exemple France Mobilité qui encourage au développement de l'innovation, à l'émergence de nouvelles solutions de mobilité et qui s'inscrit également dans une logique d'appel à projet. Donc cette logique d'appel à projet, elle est très importante par rapport aux mobilités et par rapport à nos petites villes de demain. Cela suppose que les petites villes de demain définissent le plus en amont possible leur stratégie transport et mobilité afin de pouvoir répondre dans les meilleures conditions possibles aux appels d'offres, du moins aux appels à projets, aux appels aux manifestations d'intérêt lancés par l'État, par l'ADEME, et pour pouvoir bénéficier de cofinancement et d'aide. Donc aujourd'hui, par rapport à ces objectifs et ces nouvelles lois, on est face à un virage à 180 degrés par rapport aux mobilités. On peut aller sur la diapo suivante. Donc quand on dit tout ça, on peut se dire mais oui, c'est très bien, on part de loin, c'est-à-dire on a une grande place qui est accordée à la voiture, on a des objectifs très forts qui sont affichés dans les lois. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les leviers d'action? Donc l'idée, l'un des objectifs, c'est de basculer vers les mobilités durables, en se calant sur les solutions de mobilité. Alors, il y a bien sûr les solutions de mobilité conventionnelles, je ne vais pas les développer. Il y a la marche, le transport en commun, il y a le vélo, il y a même la voiture. Ces modes de transport, notamment pour la voiture et le vélo, sont en train de s'électrifier. Mais par rapport à ces modes de transport conventionnels, on a une multitude de solutions de mobilité légères qui sont faciles à mettre en œuvre. On a notamment tout ce qui est transport à la demande. Donc là, on réserve son trajet la veille pour effectuer le transport pour le lendemain. On a des navettes locales, comme les navettes du marché, qui permettent à nos aînés de rejoindre le marché, le bourg-centre pour y faire des achats. On a l'autostop organisé, on a le transport solidaire, on a l'autopartage. Donc l'autopartage, c'est vraiment un outil intéressant où on peut réserver une voiture quelques heures avant pour effectuer un déplacement. Alors en zone rurale ou en zone ou dans les villes de petite taille, c'est un service qui est encore aujourd'hui très, très marginal, très peu développé. On a le covoiturage, on a le pédibus et on a également le télétravail. Je ne vais pas développer davantage. Ensuite, on a des solutions innovantes également pour nos petites villes de demain. Par exemple, il y a la possibilité de créer des vélos électriques partagés, comme dans les agglomérations. Il y a aussi la possibilité d'encourager les personnes, les habitants à louer leurs véhicules particuliers, sachant que 95% du temps, une voiture reste dans son garage ou sur sa place de parking. Donc, c'est autant de services de transport potentiels qui pourraient être développés. On a également la logique de masse, de mobilité as a service, qui passe soit par une application, soit par un hub mobilité à un niveau local, qui peut regrouper sur un même site le covoiturage, du stationnement vélo, de l'autopartage, du stationnement. Donc on peut avoir quelque chose d'assez intéressant avec aussi des bornes de recharge de véhicules électriques. Dans les solutions innovantes, il y a également les navettes autonomes qui peuvent présenter un potentiel d'expérimentation très intéressant. Et l'État encourage justement à l'émergence de projets de navettes autonomes dans les secteurs peu denses ou dans des villes de petite taille. Donc il y a vraiment une multitude de possibilités. On peut passer à la diapo suivante.
Donc, pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces solutions, de ces possibilités de déplacement, il faut disposer d'espaces publics de qualité, notamment pour développer la marche à pied et le piéton, mais également que ça puisse s'inscrire dans un cadre de déplacement agréable, avec de l'animation, des endroits où on a envie d'aller, où on a envie de faire des achats, où on a envie de se rencontrer. Et là, sur la diapo, alors je ne sais pas si vous la voyez, mais on a l'exemple de la Bernerie en Ray. Ça, c'est en Bretagne, c'est une commune de 3000 habitants. C'est une commune assez petite, hein, qui joue le rôle de bourg-centre, avec de nombreux commerces, de nombreux restaurants, avec la présence d'un marché, et donc avec pas mal de piétons, mais il y avait des conflits d'usage entre piétons, vélos, voitures. C'est pour ça que la commune a décidé de développer les zones de rencontre dans l'ensemble des rues du centre-ville, et de faire des piétonisations temporaires en soirée et les week-ends. Et il y a eu également une logique de réaménagement de certaines rues avec des trottoirs plus larges pour accueillir non seulement des déplacements piétons, du stationnement vélo, de l'animation, des terrasses de café, de restaurants, bref, pour faire vivre un peu la ville, la commune, et pour que ça s'inscrive dans un cadre qui soit plutôt attractif. Donc on a l'enjeu d'un cadre urbain de qualité qui est très important et qu'il faut croiser avec la problématique des mobilités. On peut passer à la diapo suivante. Il ne faut pas oublier non plus le sujet classique de l'articulation urbanisme et transport pour favoriser justement les mobilités alternatives à la voiture. Donc il y a bien sûr l'objectif de développer le lien, la dynamique de développement en lien avec la gare ou une station autocar, en renforçant la densité de logements ou d'entreprises à proximité de la gare. Il y a également l'enjeu de la ville des courtes distances, c'est-à-dire qu'au quotidien, quand j'habite une petite ville de demain, que je puisse rejoindre facilement à pied mon école, mon collège, mes services de proximité comme les administrations, la mairie, mon médecin, ma pharmacie, mes commerces, les restaurants, les bibliothèques. Donc vraiment que ce parcours-là puisse se faire à pied. Et au-delà, l'idée, c'est aussi que la petite ville de demain, grâce à un espace public attractif et avec des proximités entre équipements, qu'on puisse flâner, prendre le temps en se promenant, en faisant du sport, en ayant des animations, des spectacles, bref, qu'on ait une ville, une petite ville de demain qui soit conviviale. Et dans cette petite ville de demain, la marche à pied va vraiment jouer un rôle stratégique. On peut aller sur la diapo suivante. Alors, je vous ai donné quelques flashs par rapport aux différentes solutions de mobilité. Il y en a énormément. Par exemple, si vous allez sur France Mobilité, il y a plus de 700 expériences qui sont recensées. Donc, une fois qu'on dit ça, quand on pousse un peu tout, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à une démarche mobilité-transport au niveau de nos petites villes de demain? Il faut vraiment s'inscrire dans une posture de se poser les bonnes questions. Le préalable, c'est avant tout définir l'ambition du volet mobilité. On n'aura pas la même ambition entre une commune de 2000 habitants où il n'y a pas de gare, avec un secteur plutôt rural, que dans une ville de 5-6 000 habitants qui bénéficie d'une desserte ferroviaire importante. Donc, il faut vraiment caler ces objectifs en amont. Est-ce qu'on veut développer fortement le vélo, ou la marche, ou les deux, ou s'appuyer sur le transport collectif, sur la gare, etc. Donc, il y a vraiment ce travail-là. Une fois que ce préalable est défini, il faut faire tout un travail de pré-diagnostic. C'est-à-dire que souvent, à l'échelle des PVD, il y a déjà une offre de transport qui existe. On peut avoir une desserte ferroviaire, on peut avoir une desserte autocar, on peut avoir des aires de covoiturage, on peut avoir tout un tas d'initiatives qui ne sont pas forcément connues. Donc l'idée dans ce pré-diagnostic, c'est de se rapprocher des services de l'État, des services de la région Grand Est, de l'EPCI également, qui a peut-être élaboré dans certains cas une stratégie de mobilité. Il faut également se rapprocher des syndicats d'énergie,
des syndicats d'électricité qui développent de plus en plus des schémas de déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques. Donc, il y a souvent pas mal de choses qui existent. Il y a également des choses qui peuvent donner des idées dans les PLUI, dans les SCOT. Donc, il y a vraiment ce travail de pré-diagnostic qui est très important et qui permettra également d'associer les personnes ressources, les associations, etc. Une fois qu'on a fait ce pré-diagnostic, que la PVD a fait ce pré-diagnostic, elle pourra pointer les enjeux en pointant les forces, les faiblesses et définir des axes de travail sur lesquels elle souhaite aller plus loin pour définir son projet mobilité, coûts humains qui correspond à ses enjeux et ses spécificités locales. Mais pour que ça puisse bien marcher, il est nécessaire de mettre en réseau tous les acteurs autour de la table pour vraiment avoir une démarche globale et avoir le projet le plus efficient possible. Mais ce qu'il faut retenir, et c'est ce que disait Marie-Sophie en préambule, c'est que chaque projet Petite Ville de demain, sur son volet mobilité et transport, mais sur tous les autres mobilités, est vraiment unique. Et chaque cas est particulier. Donc il faut vraiment s'inscrire dans cette logique de questionnement pour ne pas passer à côté d'un certain nombre de choses à l'échelle locale. Je vous remercie, j'en ai fini, et je vais laisser maintenant la parole à Foumni, qui va vous parler d'attractivité résidentielle à Foumni, et Marie-Sophie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Foumni Aminou, directeur d'études à Scalène. Mon exposé va porter sur deux thématiques. La première porte sur les enjeux de la sobriété foncière dans la construction des projets PVD. Et la deuxième, elle va concerner la notion de l'attractivité résidentielle. Pour commencer, je souhaite partager quelques données statistiques avec vous pour dresser un portrait des communes PVD. Si en gros, mettre quelques chiffres sur les problématiques qui ont été présentées par Marie-Sophie. Ça permet également de situer sa commune PVD par rapport à une moyenne nationale. Donc, du point de vue démographique, les 1600 communes PVD sont caractérisées par un vieillissement de la population, ça a été dit par Marie-Sophie. Juste un chiffre à retenir, 13% de la population de ces communes ont plus de 75 ans, contre 6% à l'échelle nationale. Donc, c'est assez important. La plupart de ces communes connaissent une déprise démographique, ou au mieux une stabilité. Si on regarde les 5 dernières années, c'est-à-dire les derniers chiffres du recensement disponible par l'INSEE, la période 2013-2018, les 1600 communes en France n'ont gagné que 800 habitants. Ça montre vraiment que c'est des communes qui connaissent une déprise démographique. Et ces 800 habitants qui ont été gagnés s'expliquent principalement par le desserrement des ménages originaires des pôles urbains. Donc, ce sont des communes dont le sol naturel est très négatif. On a des communes où il y a plus de décès que de naissances aujourd'hui. Donc, d'où l'enjeu d'inverser la tendance et faire revenir des jeunes familles, des jeunes couples qui pourraient éventuellement avoir des enfants pour éventuellement équilibrer la démographie dans les années à venir. En ce qui concerne le logement, ces communes connaissent une forte concentration de logements vacants, ça a été dit, mais elles sont surtout marquées par la vacance de longue durée, dans le parc privé notamment. La vacance de longue durée, ce sont des logements qui sont vacants pendant au moins 2 ans, au niveau de la définition. Donc, au niveau des chiffres, on a à l'échelle nationale 5,4% de logements vacants de longue durée contre 3,5%. C'est l'inverse. On a un taux de logement vacant de longue durée de 5,4% dans le PVD contre 3,5% à l'échelle nationale. Bien évidemment, ces communes connaissent des difficultés économiques. On le voit sur ce petit schéma avec un taux de chômage qui est plus important qu'à l'échelle nationale. Mais en revanche, les communes PVD sont très riches en patrimoine, ce qui est un atout pour leur attractivité. Et 83% d'entre elles possèdent au moins un monument historique. Donc, c'est vraiment un des points forts sur lesquels les communes peuvent travailler pour leur attractivité. Je vais maintenant aborder les enjeux de la sobriété foncière.
Comme vous le savez, les politiques de revitalisation des petites et villes moyennes qui sont soutenues par l'État ont également un objectif de contribuer à la sobriété foncière. Je rappelle que la volonté de freiner l'étalement urbain en France est assez ancienne. Les premiers textes de loi datent de la loi Solidarité et Renouvellement urbain de 2000, c'est-à-dire la loi SRU. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on parle d'étalement urbain. Ça a été évoqué aussi. Plus récemment, dans la poursuite de la Convention citoyenne de 2019, le gouvernement, à travers la loi Climat et Résilience, qui a été promulguée en octobre 2021, demande à chaque territoire de s'engager dans une trajectoire de sobriété foncière pour atteindre en 2050 ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette. C'est le ZAN dont on entend beaucoup parler. Ainsi, pour chaque projet qui sera réalisé, il faut s'interroger en quoi il permet de lutter contre l'étalement urbain. Parce que ça, c'est le vrai mot aujourd'hui, l'étalement urbain. Comment le freiner? Évidemment, la mise en œuvre du ZAN va poser des questions sur l'acceptation de la densité. La densité est un enjeu majeur de la sobriété foncière. On va revenir sur cette notion de densité un peu plus loin dans la présentation. Avant de vous faire un décryptage du principe du ZAN, il est important de donner quelques chiffres sur la consommation foncière. Le constat aujourd'hui, c'est que la consommation foncière est de plus en plus décorrélée du développement économique et démographique. En clair, la consommation foncière ne fait plus gagner des emplois ni de la population. On peut regarder sur cette diapositive qui porte sur la région Grand Est. C'est bien de synthétiser quelques chiffres. On constate qu'on a consommé 6800 hectares sur la période 2009-2019, c'est-à-dire les 10 dernières années, pour les activités économiques, alors qu'en même temps, on a perdu 88 000 emplois sur le territoire Grand Est. En matière d'habitat, on a consommé 10 800 hectares de foncier. Tout ça pour soutenir la décohabitation des ménages de plus de 144 000. Néanmoins, cette consommation foncière a permis de gagner 29 000, presque 29 000 habitants. Et ces 29 000 habitants, ce n'est pas des populations qui sont venues d'autres régions. Ce sont des naissances qui s'expliquent par un sol naturel positif. Donc, en gros, c'est les mêmes populations de la région qui habitent et qui consomment ces terrains. Donc, on est vraiment à 29 000 habitants, ça ne fait même pas 1% de la population de la région. Donc, on voit. Et parallèlement, qu'est-ce qu'on voit? C'est l'explosion des logements vacants. Le volume de logements vacants a augmenté de 74 000 unités. On comprend l'urgence de réduire la consommation foncière. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux de demain. Donc, le mot ZAN est connu, zéro artificialisation nette, on en a beaucoup parlé. Donc, l'objectif ZAN établi par l'État est de stabiliser à l'échelle nationale les surfaces artificialisées en conditionnant toute nouvelle artificialisation par une renaturation. C'est-à-dire que quand on artificialise des terrains, il faut en compensation renaturer des terrains également. Donc, le ZAN est un objectif à atteindre en 2050. Donc, selon un schéma qui est prévu par l'État, pour atteindre cet objectif en 2050, l'État prévoit 3 étapes. Donc, il y a 3 périodes, 2021, 2031, 2031, 2041 et 2041, 2050. Le principe, c'est que pour chaque période, il faut consommer 50% de moins par rapport à la période précédente. Donc, c'est ça qui va nous permettre d'atteindre en 2050 la sobriété foncière qui est inscrite dans la loi Climat et Résilience. Je vais maintenant aborder la deuxième thématique qui porte sur les notions de l'attractivité résidentielle. Quand on parle d'attractivité résidentielle, c'est le logement qui vient spontanément à l'esprit, mais on s'aperçoit en fait que
Le logement n'est qu'un seul paramètre, un des paramètres en fait qui concourt à l'attractivité résidentielle. Stéphane a évoqué les liens entre l'urbanisme et les espaces publics et tout ça, ça fait partie des paramètres en fait. Une dizaine de paramètres sont à prendre en compte. C'est ce que vous avez dans ce tableau. C'est un checklist en fait à consulter. Je ne vais pas les commenter. Et cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque paramètre sera analysé par un ménage qui cherche à s'implanter dans un nouveau territoire, selon une double lecture. C'est-à-dire que le ménage qui cherche à s'installer va déjà vérifier objectivement si tel ou tel paramètre est présent dans le territoire. Et ensuite, il y aura une lecture subjective de ce ménage qui va traduire son opinion. Si je prends par exemple les services, le ménage va vérifier que dans la commune ou tout près, il y a ce qu'il faut, il y a les écoles, il y a les commerces, il y a la bibliothèque, il y a les offres culturelles. Mais en même temps, il va s'interroger sur la qualité, sur la disponibilité, sur les fréquences d'ouverture. Tout ça, ça fait partie des paramètres d'attractivité d'une commune. Certains de ces paramètres seront appréciés à l'échelle du bassin de vie, comme l'économie, la mobilité, ça a été dit tout à l'heure. D'autres paramètres vont être appréciés essentiellement à l'échelle communale, comme le logement, les services. Donc, on voit quand même que c'est un tout, l'attractivité résidentielle. Ce n'est pas uniquement la qualité du logement, bien que ce soit très important. Et si on descend à l'échelle du logement proprement dit, il y a également des paramètres à prendre en compte aujourd'hui. De plus en plus, on constate que la mise aux normes d'un logement dégradé ne va pas lui permettre de trouver l'attractivité. Pour attirer des ménages dans des logements en centre ancien, il faut souvent satisfaire aux arguments qui sont ceux de la périphérie. Les arguments de la périphérie, c'est en gros les besoins qui sont supposés aujourd'hui pour avoir un logement, c'est-à-dire le besoin d'espace extérieur, le besoin de stationnement, le besoin de nature et la crainte souvent de dépasser son budget travaux. Donc, quand on est face à ces 4 types de besoins, ou ce qu'on appelle les freins, il faut des solutions. Il faut apporter des solutions pour que les ménages puissent s'intéresser au centre ancien. Donc, pour répondre aux besoins d'espace extérieur, on peut, par exemple, créer des terrasses, des jardins dans les logements ou des patios. L'idée, souvent, c'est de prolonger l'intérieur vers l'extérieur parce que les gens vivent dedans et dehors aujourd'hui. On ne vit pas uniquement dans son logement, on vit également à l'extérieur de son logement. Les différents confinements ont montré vraiment cette nécessité aujourd'hui. Pour le stationnement, c'est pareil, il faut prévoir des parkings, même si ce n'est pas possible dans le bâtiment lui-même, il faut les prévoir à proximité de l'immeuble. Et le plus souvent, dans les petites communes, la gratuité sera souvent demandée par les futurs occupants. On peut également régler les besoins de nature par la présence à proximité d'espaces publics ou privés. Par exemple, les jardins ouvriers collectifs, ça peut être une solution, ou même les jardins publics qui sont à proximité de ces maisons ou ces logements. Le dernier point est un point assez intéressant aussi à souligner, c'est que souvent, les gens ont peur des travaux. Donc, parfois, un accompagnement technique peut être nécessaire pour les aider à faire des devis, à concevoir leur projet et même des fois à gérer les chantiers. Payer un architecte ou un technicien pour accompagner les ménages qui veulent acheter en centre ancien, c'est vraiment un atout parce que sinon, il y a toujours cette crainte de déraper son budget, de ne pas pouvoir aller à terme de son projet. Pour illustrer mes propos, je vous présente ici un exemple de projet qui peut permettre éventuellement de rendre des logements attractifs en centre ancien. C'est un exemple qui est tiré d'une étude réalisée dans une commune qui est située dans le périmètre du SCOT des Vosges centrales. Donc, en haut, là, c'est un immeuble quasiment vide qui est attenant à un garage automobile.
donc avec des possibilités assez importantes. Donc, l'étude a consisté en fait, l'étude a montré qu'on pourrait réaliser 4 logements dans ce bâtiment assez volumineux quand même, des surfaces généreuses, des grandes superficies à chaque fois. On a des T2 de 70 mètres carrés. Ce qui est important, en fait, c'est de montrer qu'avec la conception de ces logements, chaque logement a un accès extérieur, une terrasse ou un jardin. Le grand logement qui se situe au dernier étage bénéficie de 2 terrasses, une devant et une derrière. Au rez-de-chaussée, on a un logement qui a un accès direct sur le jardin. Là, on se rend compte qu'aujourd'hui, aménager un logement tout simplement en le mettant aux normes, ça ne suffit pas. Il faut ces aménités. Et même quand on fait des logements locatifs aujourd'hui, il faut même équiper la cuisine. Donc, ce sont des équipements, ce sont des évolutions de services qui sont demandées par les ménages. Donc, on s'aperçoit de manière générale aujourd'hui, c'est qu'avec la mise en œuvre du ZAN, il sera de plus en plus difficile de réaliser de nouveaux lotissements en périphérie des communes. Il faut donc optimiser les sites déjà artificialisés. Donc, je vais passer rapidement quelques exemples pour vous montrer les pistes que vous connaissez tous, mais qui peuvent nous permettre de continuer à réaliser des opérations de logement, des opérations d'aménagement sans consommer des terrains agricoles. Donc, ça, c'est un exemple. La réalisation de nouveaux aménagements sur les sites déjà aménagés comme des friches. Ici, on a un exemple d'un hangar qui est désaffecté, qui n'est pas utilisé, qui a permis de réaliser un petit aménagement sympa dans le centre de cette commune, qui se trouve, c'est cette commune en Vendée, où on a fait 6 logements et des commerces. Donc, c'est un exemple. Le changement de destination est également une piste à creuser. Ça, c'est un exemple de bâtiment de ferme, en fait. C'est une ferme qui a été transformée en logement. Ce sont des exemples tirés pour une étude qu'on a réalisée pour l'EPFGE, qui justement cherche à sensibiliser les communes sur l'intérêt de travailler sur l'existant. Nous avons également une commune qui a travaillé sur la démolition-reconstruction. En plein centre, il y avait des bâtiments qui étaient désuets, qui ont été démolis, ce qui a permis de réaliser une vingtaine de logements. Donc, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est ce qu'on appelle le BIMBI, la division parcellaire. C'est également une piste à ne pas négliger parce que très souvent, dans les centres anciens, on a des parcelles qui sont très grosses, les maisons qui sont implantées dans les parcelles très grosses, et justement, le fait de les reconfigurer, ça permet de donner une vie à ces communes pour éviter trop d'espace, trop de vide entre chaque construction et donner un caractère plus ou moins urbain à ces territoires. Bon, je vais passer la parole à Marie-Sophie parce que là, on n'a pas beaucoup parlé de la densité, mais la densité, c'est vraiment sont surconstruits sur les terrains, mais c'est l'acceptation sociologique de la densité qui est un des enjeux de demain. Donc, Marie-Sophie va nous faire une petite présentation pour montrer ce que ça veut dire. Merci, Founmi. Donc, la question de la densité, parce qu'elle est directement liée aux exemples que vous a présentés Founmi, c'est-à-dire que, comme disait Founmi, il y a la question de l'acceptation de la densité. Alors, une petite démonstration en préambule, et après, je vous présenterai quatre exemples. Donc, la densité, alors, on va dire avec la casquette d'urbaniste, c'est un chiffre. Souvent, c'est un chiffre qui nous permet de comparer des quartiers entre eux qui ont la même densité de logement. Mais en fait, on se rend compte que justement, ce n'est qu'un chiffre et que ça ne révèle pas du tout la réalité de la densité. Par exemple, le schéma que vous avez sous les yeux présente 3 exemples avec la même densité, qui est de 76 logements à l'hectare. Donc là, on est sur une densité assez forte. Et on voit que des quartiers de cités ou des quartiers d'immeubles collectifs ou alors de grands ensembles collectifs ont à peu près cette densité. Donc, ce qu'on voit, c'est que l'emprise au sol est différente, la hauteur des bâtiments est différente,
et le cadre de vie du quartier est différent. Pourtant, c'est bien la même densité. Donc, cette question de la densité, là, quand on parle du chiffre, on parle de la densité réelle, celle qui nous permet de comparer les quartiers entre eux et de voir s'ils sont justement trop denses ou pas assez denses ou d'une densité adaptée au contexte dans lequel ils s'insèrent. Mais il y a aussi la question de la densité perçue, parce que quand on se situe dans chacun de ces quartiers, on a une perception totalement différente de l'environnement du quartier dans lequel on est. Alors, pour préciser sur si tu peux passer la page suivante, Funmi. Qu'est-ce qui se passe encore? Ah. On ne voit plus le diaporama. On voit des mails. Bah, je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un a pris en main. Ah oui, effectivement. Voilà. Peut-être repartager la présentation. Ouais, il va falloir partager. Donc, les exemples que je vais vous montrer, je vais en présenter 4 pour terminer cette intervention. C'est 4 exemples d'une densité qui va de 32 à 38 logements à l'hectare, ce qui correspond à peu près à une densité qu'on peut retrouver dans les centres-villes, dans les centres-villages. Et donc, Voilà. Oui, on y arrive. Voilà. Donc, en voici 2 premiers. Donc, vous voyez à chaque fois l'illustration et en dessous, la photo aérienne du quartier. Dans le premier cas, on voit qu'on est dans un tissu avec un tissu urbain, un petit peu de centre-village, de village-rue, tels qu'on peut les voir par exemple en Lorraine, où les maisons, les logements sont accolés les uns aux autres. Et donc voilà, là, on a une densité de 36 logements à l'hectare. À côté, on est dans un quartier plutôt plus récent, avec des logements similaires, les uns à côté des autres, alors soit tout seul, soit par deux. Et donc, ce qu'on peut constater, c'est que voilà, la densité est relativement similaire. Pour autant, la forme urbaine est très différente. Il y a la première qui ressemble beaucoup à des villages-rues, des centres anciens, et la seconde qui est plutôt sous l'ordre on va dire, du lotissement avec des parcelles de taille similaire, de forme similaire, et donc avec des logements de forme similaire. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que l'architecture est différente. L'architecture des logements est différente. Leur rapport à la rue, dans un cas, on est en limite, la façade est en limite de l'espace public, alors que dans le deuxième cas, on a un recul où on peut garer la voiture, s'arrêter, peut-être même avoir une terrasse. Donc, on a un rapport à la rue qui est différent. La question de la haie, de la clôture est traitée dans le deuxième exemple, et alors que dans le premier, forcément, il n'y en a pas. Voilà. Et puis, un jardin aussi qui va être différent. Le jardin du premier exemple va être plus intimiste que celui du deuxième exemple où on voit sur le plan, enfin sur la vue aérienne, que les logements sont relativement proches. Sur les exemples suivants, Funmi, même type d'approche, on est sur la même densité, mais là, avec aussi des architectures différentes, des rapports à la rue différents, des répartitions espace privé, espace public différents. On peut le voir sur les photos aériennes. Et puis, voilà, quand on se balade dans ces quartiers, on n'a pas la même approche, on ne va pas avoir le même sentiment si on habite ou si on traverse ces quartiers. Et donc, c'est ça qui est important à retenir, c'est que la densité, ça peut être un chiffre quand on veut regarder concrètement si on va être plutôt dans de l'étalement urbain ou non, ou si on va être dans une densification des espaces existants. C'est ça qui est important dans le chiffre. Par exemple, vous devez connaître, je pense, l'approche BIMBY, de construire dans les jardins, de construire en deuxième rideau des logements derrière des logements pavillonnaires, par exemple des années 50, 60, 70. Là, on est dans de la densification parce que les logements, les quartiers étaient peu denses à leur construction. Mais après, il y a toute la notion de densité perçue
qui est beaucoup plus subjective et qui finalement a plus un lien avec l'architecture, la forme urbaine, la manière d'accéder au logement, la transition entre espace public et espace privé qui est le plus importante. Donc cette question de la densité, voilà, c'est juste pour dédramatiser et de se dire que c'est pas... on peut faire quelque chose de dense, d'ailleurs c'est déjà présent dans les centres anciens. Parfois même les centres anciens peuvent être trop denses et on va avoir aussi parfois l'intention dans les projets petites villes de cibler des espaces pour justement dédensifier. Donc voilà, donc cette approche est vraiment à prendre de manière globale et pas seulement par le chiffre.